Bon, s'il vous plaît, on va commencer la deuxième table ronde, si vous voulez bien regagner vos sièges pour cette deuxième table ronde. Voilà. Donc, cette deuxième table ronde, elle va donc porter sur la crise politique et institutionnelle. Alors, ce sujet, il n'a pas été pris au hasard. Je crois qu'il est pleinement d'actualité. En effet, la France traverse depuis l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron une véritable crise de confiance. Alors, je la développerai un tout petit peu, mais très peu. Mais dès à présent, je tiens à vous dire que je vais vous présenter nos deux intervenants. Donc nous avons d'une part Madame Catherine Rouvier, qui est docteure en droit public et en sciences politiques de Paris 2 Assas, et qui est aussi une ex-élue, je crois. Mais tout à fait. Voilà, et qui est aussi une ex-élue. Et M. Étienne Chouard, qui est professeur de droit, d'économie et d'informatique, chroniqueur, militant pour la démocratie directe, et à ce titre, le très chaud partisan du référendum citoyen, d'initiative citoyenne. Alors, je vous laisserai donc décortiquer chacun avec votre sensibilité les ressorts de cette crise et les solutions éventuellement à apporter. J'ajouterai avant que Mme Catherine Rouvier, parmi vos nombreuses activités d'éditorialiste, de journaliste, vous avez reçu, en tant que... Et professeur, naturellement, d'université, mais c'est ce que j'ai dit. Vous avez reçu le prix Fabien de morale et de sociologie de l'Académie française pour votre livre « Les idées politiques » de Gustave Lecomte. Et qu'aujourd'hui, vous nous faites bénéficier de votre dernier livre, « La France, Colin Maillard ». Il y en a une trentaine d'exemplaires là-bas. Et si vous voulez ensuite pouvoir échanger avec Mme Catherine Rouvier sur ce livre et vous faire éventuellement dédicacer le livre, c'est possible. Voilà. Alors, avant de vous donner la parole sur cette crise institutionnelle et politique, je dirais juste 2 ou 3 mots, si vous me permettez. Alors, je parlerai en tant que citoyen. Cette crise, pour moi, de confiance et politique, les raisons sont multiples. Elles remontent à très loin. Nous avons d'abord les promesses électorales non tenues. Alors, je ne parlerai pas de Jacques Chirac avec sa résorption de la fracture sociale, de Sarkozy avec le Karcher, de l'anaphore de François Hollande, etc. Ensuite, vous avez donc les différents scandales. Les scandales de Chirac à la mairie de Paris, dans les marchés publics d'Île-de-France. J'oublierai pas Cahuzac qui a osé même mentir à la représentation nationale. Et puis les différentes affaires financières avec les ministres de Emmanuel Macron. Enfin, j'oublierai pas les privilèges indus. Nous avons encore un exemple récent avec ceux des anciens présidents de la République et des premiers ministres. À l'heure où les Français se saignent, c'est assez mal vécu. Et enfin, je dirais la cession des élites face au vote des citoyens et des résultats électoraux. Alors l'exemple le plus frappant, c'est 2005 avec le référendum sur la Constitution européenne, où les Français avaient majoritairement voté non, et puis ça s'est transformé par la voie parlementaire en un oui avec le traité de Lisbonne. Et enfin, en 2024, le résultat, alors beaucoup plus récent des législatives, qui avait donc donné une certaine majorité, etc., et par le choix des apparentements, un peu comme sous la 4e, on a fait Emmanuel Macron a fait ce qu'il a voulu. Et j'oublierai pas, enfin, les juridictions, les hautes juridictions qui depuis la crise des Gilets jaunes, ne semblent plus juger en droit, mais répondent d'abord et avant tout aux besoins du pouvoir. Alors, pour toutes ces questions-là, les Français, aujourd'hui, se détournent des politiques. Et alors, la crise politique, c'est un petit peu la suite où ça s'imbrique dedans. Nous avons eu donc l'affaire Benalla avec les Gilets. Ensuite, nous avons eu les Gilets jaunes et sa violente répression, c'est moins qu'on puisse dire. Les problèmes sur les réformes des retraites et les nombreux 49.3 qui interdisent quasiment le débat et l'échange à l'Assemblée nationale.
Donc face à ces violences, je dirais que les Français sont désabusés et se réfugient dans le vote soit des extrêmes, soit dans une abstention croissante, qui traduit soit le mode d'expression d'une colère contenue, susceptible d'éclater à tout moment. En bref, sortir les sortants devient la boussole du vote. En effet, paraît-il que 60% des Français estiment que les politiques sont déconnectés de la réalité et ne s'intéressent plus aux sujets qui les préoccupent, comme le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé et l'immigration. L'élu aujourd'hui semble, pour le Français, se rappeler aux citoyens seulement à la veille d'échéances électorales. Cette proximité consubstantielle, naturelle entre l'élu et le citoyen semble avoir totalement disparu depuis la réforme sur le non-cumul des mandats en 2000, je crois. J'ai terminé ce petit exposé bref. Je ne sais pas s'il va aider, compléter, etc. vos deux exposés. On parle pas, vous avez tout dit. Non, je n'ai pas tout dit parce que je suis sûr que vous le direz beaucoup mieux que moi. Voilà. Alors d'abord, je voudrais vous remercier du fond du cœur, car Monsieur Foix a été suffisamment persuasif pour avoir de mon éditeur le livre que moi je n'ai pas encore. Je le découvre aujourd'hui, donc je le remercie infiniment pour cette bonne surprise. Voilà. Alors, juste un petit mot sur le livre, je ne vous donnerai pas le contenu, parce que sinon il serait spoilé, comme disent les jeunes, et qu'il ne faut pas dire. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire, ce livre, La France Colin-Maillard, c'est donc ce qui vient d'être dit abonde dans ce sens. C'est donc l'idée d'un peuple qui a un bandeau sur les yeux et qui joue à Colin-Maillard, vous savez, ce jeu où on a un bandeau sur les yeux et on cherche à attraper des gens. Et ils cherchent à attraper des politiques. Et ils sont interchangeables déjà, donc c'est très difficile. Et puis quand ils en saisissent un et qu'ils l'aiment bien, par exemple Fillon en 2017, par exemple Marine Le Pen aujourd'hui, ah ben on leur escamote. On a escamoté Fillon hier et on ne sait pas, peut-être que Marine Le Pen va l'être à la fin du mois de mars. Donc, il a un bandeau sur les yeux et moi j'ai voulu chercher. D'abord, je me suis engagée en politique derrière Marine Le Pen parce que c'était en 2012. Parce que je l'avais rencontré, ça je le raconte dans le livre, je ne vais pas vous le raconter maintenant, comment ça s'est passé, mais je l'ai fait parce que je voulais savoir pourquoi ce parti est-il ostracisé. Donc j'ai appelé ça le voyage en Austracie. Je suis restée en politique pendant 4-5 ans et j'ai vu toutes les élections. J'étais responsable d'une circonscription dans le Sud et donc j'ai fait en tant que responsable de circonscription toutes les élections et j'ai vu comment ça marchait cet ostracisme. Et j'étais révoltée, je dois vous le dire, vraiment. Et donc j'ai voulu dans un premier temps raconter cette expérience pour que les gens sachent que c'est pas parce qu'ils disent oui, le Front National, d'abord c'est tous des débiles mentaux, premièrement, enfin sauf évidemment la personne que nous avions ici tout à l'heure, et donc voilà, bon ils font pas attention à ce qu'on dit en fait, parce que voilà, on vote pour un parti qui leur plaît pas. Ben moi j'ai voulu dire, je suis pas a priori débile mental, enfin bon, disons que j'ai pu passer mes examens normalement et que par conséquent peut-être que ma parole aura un tout petit peu plus d'écho, je ne sais pas, je l'espère en tout cas. Et donc dans un deuxième temps, utilisant justement mes cours, ma formation en droit public et en sciences politiques, j'ai voulu analyser. Donc la deuxième partie est une analyse. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce que la démocratie ne marche pas chez nous? Tout simplement, elle ne marche pas. Il ne faut pas dire autre chose. C'est comme ça. Alors, du coup, en préparant cette conférence, je me suis axée. J'ai bien fait, je crois, parce que mon voisin sera plus axé sur les institutions et moi, je suis plus axée sur la crise politique qui est, en fait, un désintérêt, une désobéissance et surtout une crise de confiance du peuple. C'est très important. On est à un point extraordinairement bas de la confiance que peuvent avoir les gens, et les gens c'est nous, on est dans le tas, pour nos dirigeants. Le désintérêt, écoutez, comme l'écrivait encore Anne-Sophie Chazot, que peut-être certains connaissent, qui a fait un livre, La liberté d'inexpression, qui est très, très intéressant. Elle écrit, aux élections de juillet, quelque chose s'est cassé. Désormais, je vis dans un pays dont j'ignore le nom des ministres. Je crois qu'on est très nombreux, et probablement dans cette assistante, à penser la même chose et à ne pas savoir du tout qui sont ces ministres trop bizarres qui nous sortent des phrases complètement délirantes du style tout le monde
tout le monde fait l'amour devant ses enfants, ou bien encore, quoi, qu'est-ce qui a été dit encore récemment? Il y a des choses fabuleuses. Oui, non, c'est Madame Borde. Oh, bah écoutez, oui, ma loi va passer, ma loi sur l'éducation sexuelle, parce que, oh, de toute façon, tous les Français copulent devant leurs enfants, copulent en plus, c'est-à-dire qu'on n'est même plus des êtres humains, on est des animaux. Bref, donc on veut plus les écouter, on veut plus, voilà, il y a un ras-le-bol. Alors, désobéissance, oui, forcément, hein, parce qu'il y a des lois absurdes et tout simplement inapplicables pour beaucoup. Hein, la loi résilience et climat, par exemple. Ben, la femme seule qui n'a pour tout réseau que le produit de ses locations, est-ce qu'elle va renoncer ou est-ce qu'elle va débourser 250 000 euros que soi-disant l'État va lui rembourser, mais je peux vous dire par une petite expérience personnelle sur une pompe à chaleur que c'est pas vrai du tout. Hein, ne répondez pas comme ça, comme je l'ai fait bêtement, ou alors aller dans une grande boîte comme Roland, le roi Merlin ou quelque chose comme ça. Sinon, vous vous faites complètement arnaquer. Donc, elle ne le fera pas. L'artisan dont la camionnette a dépassé la limite d'âge va-t-il aller cesser de livrer en ville? Eh ben non, parce qu'il peut pas, il n'a pas les moyens. Donc, on ne sait pas où on va, mais la crise de confiance, en ce moment, peut se durcir en colère épouvantable, parce que là, on touche vraiment, comme on disait jadis, il ne faut pas toucher au portefeuille, là, on touche au portefeuille de manière extrêmement sérieuse. Donc, crise de confiance, et pour moi, c'est l'essentiel, parce que, vous voyez, par exemple, pour parler d'institutions, même l'annonce hier par son entourage, ça filtre, de faire enfin un référendum, dont nous parlera mon voisin tout à l'heure, laisse les Français de marbre. Hein. Ils en ont trop vu. Le sujet ne sera pas ce qu'ils veulent. Le sujet ne sera pas, voulez-vous, la suppression du droit du sol, par exemple. Le sujet ne sera pas, voulez-vous, la fermeture des frontières, voulez-vous, l'arrêt de toute aide au pays ne reprenant pas les immigrés illégaux. Bien sûr que non, ce ne sera pas ça. Et puis, même si c'était une vraie bonne question, eh bien, le président ne trouverait-il pas le moyen, avec l'aide du Conseil d'État, comme vous disiez, et désormais et du Conseil constitutionnel, ça bien sûr, même maintenant du Conseil d'État, alors que moi j'ai connu un Conseil d'État qui n'était pas du tout comme ça, et même maintenant de la Cour de cassation, ça commence. Hein. Voilà, il y a des nominations qu'on paye cher. Donc, cette crise de confiance, j'ai voulu, là aussi, savoir pourquoi, d'après mon expérience et d'après également tout ce qu'on peut savoir sur la démocratie en général et qu'est-ce qui a cassé le rêve. Parce que chacun de nous a un rêve, plus ou moins. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique, ceux-là, ils s'en fichent de la manière dont les gens sont désignés et ils s'en fichent de ce qu'ils font jusqu'au moment où ils touchent là à des choses très très importantes comme le portefeuille ou la sécurité pour nos enfants. Hein. Ça, c'est quelque chose de tragique qui arrive en ce moment tous les jours. Donc, ceux qui s'y intéressent, ils ont un rêve. Ils se disent, oui, ben, bon, ça me dérange d'aller voter comme ça le dimanche, c'est casse-pied. En plus, il y a 6 élections maintenant, vous vous rendez compte? 6 élections, bon, c'est fou. Ça me dérange, mais j'y vais parce que, ben, voilà, si on est nombreux à penser comme moi, ben, ça fera changer les choses. Bon, eh bien, entre ceux dont les candidats font à peine 1% et ceux dont les candidats font 32%, mais qu'on ne laisse pas profiter de leur vote au deuxième tour d'une élection, ils sont bien échaudés. Hein. Le rêve démocratique a du plomb dans l'aile. Ce qu'on peut dire, j'ai écrit beaucoup trop de choses, donc il faut que je les enlève au fur et à mesure. Oui, mais quand même. Donc ce rêve, il est lié, puisque je sais qu'ici vous êtes très sensible à ça, il est lié, bien sûr, à l'idée de souveraineté. Il est lié, je dirais, dans l'inconscient collectif. Nous avons des siècles de souveraineté derrière nous, hein, il faut quand même le savoir. Nous avons été un grand pays souverain. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la souveraineté est confrontée à différentes choses. Tout d'abord, un point qui peut-être vous surprendra, mais on a donc voulu abolir la royauté, on a aboli par la même occasion la noblesse, et
Donc, l'idée, c'était que la société est égalitaire. Hein. Donc, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a... Alors, les devoirs, c'est tabou, mais les droits, tout le monde a les mêmes droits. Mais alors, comment ça va s'organiser à partir de la Révolution? Pas de la Révolution, à partir de la fin du Second Empire, à partir de la Troisième République. Donc, comment ça va s'organiser? Eh bien, au fond, la République, dans sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a écrit « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Donc, les nobles, on n'en veut plus, mais qui vont être distingués socialement selon l'utilité commune? Eh bien, ce seront les fonctionnaires. Hein, nous avons une décision de recruter ceux qui gouverneront par le mérite, c'est-à-dire par le concours, jadis anonymes, hélas, ils ne le sont plus. Et maintenant, place à l'idéologie, les choix sont complètement faussés pour beaucoup d'institutions aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. C'était la copie de 6 pages anonyme. Hein. Donc, ces fonctionnaires étaient très surveillés moralement, comme on peut le voir dans les livres de Pagnol. Son père, directeur d'école, avait menti. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà, on est bien loin de tout ça aujourd'hui. Et il a existé très tôt des écoles, sous la monarchie aussi, mais sous l'Empire, sous la République, des écoles qui sont des écoles d'État et qui forment les gens importants du pays, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire Polytechnique, Normale Supérieure, Ponts et Chaussées, etc. Ce sont des écoles où les futurs enseignants ou futurs ingénieurs, etc., sont prises en charge par l'État, mais en revanche doivent donner un certain nombre d'années minimum ensuite à l'État. Hein. C'est une formation qui doit déboucher sur un service d'État. Alors longtemps, la politique est restée en dehors de ça. Il n'y avait qu'une seule école, fondée en 1870 par M. Émile Boutmy, c'est l'école libre des sciences politiques, qui à l'époque était effectivement libre et non occupée comme aujourd'hui. Et donc, ça a duré un certain temps. Et les cadres, par exemple, les administrateurs des colonies, les préfets, tout un certain nombre de choses, ne sortaient pas d'une école. Ils étaient pris parmi les gens qu'on considérait comme étant, en général, bons juristes quand même, parce qu'il le fallait, mais avoir une certaine notoriété aussi. Et donc, en 1945, on est dans les nationalisations jusqu'au cou. Alors, on va aussi nationaliser la formation politique et on va créer l'ENA. Hein, l'École nationale d'administration. Aujourd'hui, c'est l'INSP, Institut national du service public. Et du coup, c'est vrai qu'on en entend beaucoup moins parler, effet psychologique des changements de nom. Mais on ne s'apercevait pas, en faisant ça, qu'on introduisait au cœur même du pouvoir d'État une oligarchie, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce terme, une oligarchie fermée, issue des grandes écoles. Hein. Valéry Giscard d'Estaing, c'était Polytechnique, et l'ENA, Chirac, Hollande et Royal, c'est l'ENA, etc., qui finalement confisquerait le pouvoir au point de rendre un jour inefficaces les votes des citoyens. Ça fait partie du problème. Je ne dis pas que c'est tout le problème, mais ça fait partie du problème. D'ailleurs, les conseillers administratifs, souvent, s'en sortent de l'ENA, enfin, et toute une série de personnages qui ont des pouvoirs importants et qui sortent de cette école. Alors ça, c'est une des choses, hein, un des problèmes. Il y en a un autre, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la confiscation de la souveraineté par l'Union européenne. Alors, je n'irai pas très loin sur ce sujet, puisque vous en parlez beaucoup et très bien, et tout le monde n'est pas d'ailleurs tout à fait d'accord, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je voudrais simplement dire, la CEE, la Communauté économique européenne, n'était pas faite pour être un super État. Je me suis battue avec quelqu'un l'autre jour qui disait le contraire. Bon, moi, j'ai lu l'avis de Robert Schuman. Alors, je ne dis pas que du côté de l'autre père de l'Europe, il n'y ait pas eu des pensées. C'était Mister Cognac. Hein, il vendait son cognac aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une grande familiarité avec les États-Unis. Mais, donc, je parle de Monnet. Mais l'autre, l'avocat, qui a fait ce discours... disant que la communauté, c'est pas indifférent le changement de nom, hein, la communauté, c'était une communauté d'État, que la communauté avancerait à petits pas sur des points précis
de conjonction des intérêts, tout simplement, hein, que ce soit pour le charbon et l'acier, qui avait été quand même la cause de la guerre avec l'Allemagne, que ce soit le domaine spatial, etc. Pour faire des choses ensemble, il faut d'abord je dirais, des diplômes qui se reconnaissent entre eux. Pour faire des trains à grande vitesse, il faut des rails qui communiquent, enfin, qui soient de la même largeur. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas. C'était assez amusant, il y a eu des erreurs. Mais c'était ça, vraiment. C'était ça l'idée de départ et non pas l'idée d'un super-État. C'était d'un groupe d'États décidés à produire et commercer ensemble. Alors, quand on parlait de démocratie, moi je m'en souviens parce que j'ai commencé à enseigner les politiques communes européennes à ce moment-là, ce n'était pas tout à fait hier, et quand on en parlait, on n'avait pas cette idée, on avait l'idée que du moment que l'Europe, que la communauté européenne était formée d'États démocratiques, ça suffisait, qu'elle-même ne devait pas être un État. Donc ce n'était pas la peine de faire ce qu'on a fait après, c'est-à-dire faire un Parlement. Il y avait à l'époque une assemblée où on déléguait nos propres députés. Et c'était très bien, parce que comme ça, il y avait un lien qui était tout de suite fait entre le Parlement national et l'Assemblée européenne, qui n'était pas considérée comme un Parlement. Et il y avait des interactions permanentes entre les ministres qui vont, alors eux, là, ça n'a pas changé encore, ça, hein. C'est mystérieux, mais bon, les ministres vont toujours au Conseil des ministres. Ce sont les ministres de chaque État. On n'a pas créé des ministres spécifiquement européens. Et c'est pour ça que la Commission essaye de prendre la place, d'ailleurs, hein. Et donc, si vous voulez, on avait quelque chose qui était un prototype. La communauté européenne était un prototype institutionnel. L'erreur, ça a été de vouloir absolument en faire un État et de faire donc un Parlement. Évidemment, par voie de conséquence, l'idéologie est rentrée. Il n'y en avait pas, il n'y en a pas eu pendant 30 ans de l'idéologie au niveau européen. L'idéologie est rentrée inévitablement. Inévitablement, le Parlement a auditionné tous les futurs commissaires, mais pas seulement, comme jadis, sur leurs compétences techniques, aussi sur leurs idées politiques. On a vu des exemples de gens récusés parce qu'ils étaient contre l'avortement, ou de gens récusés parce que, enfin, toujours des idées de droite, hein, les idées de gauche, ça passe crème. Et puis, bien entendu, on a eu ce phénomène de l'élection du président ou de la présidente aujourd'hui de la Commission européenne, l'ineffable Madame van der Leyen, aujourd'hui, et qui, évidemment, par ce biais, si vous voulez, de la politisation, c'est aussi pipelisation. C'est incroyable, mais c'est comme ça, on le voit au niveau de notre État, hein. En ce moment, on a quelques éclairages sur la pipelisation de nos dirigeants. Eh bien, au niveau européen, même chose. Madame van der Leyen, c'est la femme d'eux, etc., qui lui-même est le cousin d'eux et le machin. Et finalement, on a des dérives comme on a eu au moment du Covid, avec Pfizer, donc très très bien introduit au niveau européen, avec l'achat de millions de doses. La communauté européenne, même l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, n'était pas compétente pour faire ça, hein. Elle se sert, la Commission, elle élargit ses pouvoirs, comme ça. Voilà. Et donc, on a cette... je voudrais dire simplement ça, je n'irai pas plus loin, sauf si après vous voulez poser des questions, parce que c'est évidemment très complexe, hein, les institutions de l'Union européenne, mais juste ça, c'était pas fait pour ça, et ça ne marche pas, voilà. Enfin, ça marche toujours pour le reste, hein, c'est pour ça, quand vous dites qu'elle peut exploser, moi je ne le crois pas du tout, parce que elle peut exploser politiquement, ça on espère, hein, effectivement, mais comme on espère aussi que chez nous, ça va exploser politiquement. Mais tout ce qui est mis en place au niveau commerce, industrie, échange, voilà, ça restera. Simplement, ça prendra peut-être un autre nom, mais ça ne peut pas s'anéantir. C'est de toute façon vital. Il y a de toute façon toujours eu des accords bilatéraux ou multilatéraux ciblés qui permettaient toutes ces actions. Donc, résultat, depuis 20 ans, les normes européennes sont peu à peu sorties du cadre où elles excellaient, pour lesquelles elles avaient été instituées. Et on en arrive maintenant, alors non seulement au bouchon de bouteille qui m'a tout à l'heure claqué, mais en fait, c'était pas un bouchon accroché celui-là, donc je peux rien dire. C'est horrible, le bouchon accroché, on s'écorche le nez. Ça, c'est une trouvaille de l'Europe. Voilà. Donc, et du coup, on s'occupe de ça, et on s'occupe surtout, alors ça, je vous donne un seul exemple, hein, j'arrête sur les institutions, mais je vous donne un seul exemple.
on s'est dit, enfin les optimistes dont je fais partie, et surtout je l'enseignais en plus, donc je ne pouvais pas, quand même, il faut mettre un peu du cœur à ce qu'on enseigne. Et du coup, moi je me disais, au moins on fait un droit nouveau, qui est un peu un condensé des droits des différents pays, comme à la fin de l'Ancien Régime, on avait commencé, avant la Révolution, à faire un code qui reliait toutes les coutumes des différentes provinces. Donc, je faisais un peu la comparaison. Je me disais, bon, c'est bien, on va avoir un droit. Bon, évidemment, j'ai tout de suite, enfin pas tout de suite, j'ai compris en 2000 en fait. En 2000, alors je vous prends un seul exemple, c'est les textes contre les discriminations. Parce que ça vaut le coup. C'est une bonne idée, normalement. Bien sûr qu'on ne doit pas discriminer quelqu'un pour sa couleur de peau, on ne doit pas le discriminer pour rien. On est d'accord avec ça. Bon. Mais la directive sur l'égalité, donc en 2000, en l'an 2000, en matière d'emploi, directive 2078-CE, interdit les discriminations fondées, cette fois, sur l'orientation sexuelle. Là, on est déjà dans un autre monde. C'est pas, jusqu'à présent, c'était vraiment des choses qui ne concernaient pas la vie privée. Deuxième directive en 2000, directive sur l'égalité raciale, qui interdit les discriminations fondées sur la race ou l'origine ethnique. Bon, ça, c'est tout à fait normal, mais qu'on étend à la protection sociale, y compris sécurité sociale et soins de santé. Donc vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Ça veut dire que, on a le problème en ce moment, des immigrés illégaux, clandestins. On ne va pas pouvoir, parce qu'on va être accusé d'être discriminant, en fait, envers eux, parce qu'ils sont d'un pays différent, parce qu'ils sont d'une couleur de peau différente, d'une origine ethnique différente, etc. On est coincé. Donc, dans les domaines de l'éducation, de la protection sociale, les soins de santé, les avantages sociaux, l'accès à la fourniture de biens et de services. Tout ça est dans la directive. Ces directives s'appliquent, c'est bien précisé, aux ressortissants des pays tiers ou aux apatrides, aux gens qui ont quitté leur pays, qui ont détruit, très souvent ça arrive, ils ont détruit leurs papiers, ils ont brûlé les bouts des doigts pour qu'on ne les reconnaisse pas avec leurs empreintes digitales, etc. Le traité de Lisbonne, en 2009, donc, a introduit une clause horizontale afin d'intégrer la lutte contre les discriminations dans toutes les politiques. Donc, encore une fois, vous avez compris, je ne suis pas contre bien sûr que c'est une bonne idée, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que ça débouche sur des choses qui sont très, très difficiles maintenant à rattraper. Toute personne, je continue, a droit à un recours judiciaire en cas de discrimination. Donc, évidemment, l'étranger qui veut entrer, on ne veut pas le laisser entrer, il demande un droit d'asile, on ne veut pas lui laisser le droit d'asile, et il a droit donc à un recours judiciaire, donc il va faire recours, comme ça a été, comme Éric Tegner l'a très bien dit, il a quelques ennuis à cause de ça, il l'a dit sur CNews ou il l'a dit sur Frontières, je ne sais plus, mais du coup les avocats sont vent debout contre lui parce que il est normal que les avocats se mettent dans ce genre d'affaires, bien entendu, mais là c'est quand même, que des gens soient payés avec nos impôts pour défendre des gens qui sont contre l'État, qui sont contre la loi, c'est quand même un petit peu limite. Et ça, ce sont deux choses qui peuvent déjà un petit peu détruire le rêve. Maintenant, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, je vais essayer de le faire assez vite. Je crois que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'est-ce qu'un peuple et qu'est-ce qu'une nation ? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi, au lieu d'une démocratie, on est dans une démarchie ? Je vous expliquerai. Et troisièmement, pourquoi, d'une loi commune, d'une foi commune, on est passé à l'athéisme, puis à la religion républicaine. Alors, qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce qu'une nation ? Justement, c'est pour ça que je passe. Une nation, c'est lorsque on a excipé ce mot, nation, mais politiquement, je ne sais pas dans la littérature, j'en sais rien, mais politiquement, ça a été au moment de la Révolution, quand on a mis sur la tête du roi le bonnet phrygien et qu'on lui a dit maintenant, vous n'êtes plus roi de France, vous êtes roi des Français. Voilà. Tout le monde n'a pas compris, mais enfin, lui, il a bien compris, en tout cas. Et donc, c'est la nation, désormais, et pas le roi. Et qu'est-ce que c'est que la nation ? C'est le peuple.
le peuple soi-disant souverain. Hein, vous suivez quand même. Bon. Donc, on commence à parler de nation comme d'une notion idéologique, synonyme de peuple, devant remplacer comme souverain le roi. Mais un problème s'est posé très vite et n'est toujours pas résolu, d'où l'inquiétude ou le scepticisme des gens. Au début du XIXe siècle, le ministre Guizot écrit dans un dictionnaire des synonymes de la langue française « Un peuple est une multitude d'hommes vivant dans le même pays et sous les mêmes lois. Une nation est une multitude d'hommes ayant la même origine, vivant dans le même état et sous les mêmes lois. » Juste après lui, enfin quelques années plus tard, en 1882, Ernest Renan, lui, fait une conférence à la Sorbonne qui est restée extrêmement célèbre. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, l'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours. Hein, » c'est resté vraiment. Donc, et il a dit, l'homme n'est ni esclave de sa race, de sa langue, de sa religion, du cours des fleuves, etc. On voit bien son idée. Hein, c'était pas, on l'a exploité d'une manière que lui-même n'aurait certainement pas appréciée. On voit bien son idée. Mais ça a donné finalement une dissociation dans l'esprit, une dissociation entre la conscience de l'unité et le désir de vivre ensemble, si on peut dire. Hein. En effet, dans le dictionnaire Littré, on trouve une définition qui est « Un groupe humain est assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun ». C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. Lui, Littré, à la fin du 19e, il parle du vivre en commun, mais il s'agit bien de la même chose. Et donc, en France, aujourd'hui, on a perdu la conscience de l'unité. Je pense que ça, c'est très clair. On a perdu la conscience de l'unité et donc le désir de vivre ensemble. Et ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute des gouvernants qui les ont fait rentrer massivement. Massivement. Ce sont des chiffres absolument hallucinants. Et qui, de ce fait, ont induit ce sentiment, soi-disant, hein, ce sentiment de subversion qui, bien entendu, on le voit plus à Mayotte qu'ailleurs, mais on le voit aussi ici. Il y a des coins ici, enfin des endroits où vraiment, etc. Bon, je ne vais pas plus loin parce que vous savez tout ça. Comment est-on passé d'une démocratie à une démarchie? Combien il me reste? 2 minutes. Comment est-on passé d'une démocratie à une démarchie? J'explique juste le mot. C'est que dans arcane, le mot arcane qui a donné archi, hein, il a 2 sens. Le premier, c'est le début, l'archéologie par exemple, c'est la recherche de tout ce qui est advenu au début de l'humanité. La seconde, c'est le principe. Hein, par exemple, justement, le principe des institutions. Donc la démocratie, c'était modeste. Hein. Les Athéniens, ils n'avaient pas cette idée de... Ils avaient une conception de la démocratie qui était assez modeste, c'est-à-dire c'est la participation du peuple aux assemblées. Participation du peuple aux assemblées, bon. En revanche, ils avaient une conception de l'identité ethnique très forte, puisqu'il fallait être d'enfants athéniens qui eux-mêmes avaient 2 parents athéniens. Bon. Et donc, le deuxième sens, le principe, eh bien, la monarchie, oui, ça se tient, parce que c'est le principe. La monarchie, c'est le principe d'un homme qui reçoit tout pouvoir de Dieu, hein, dans la monarchie traditionnelle française, et qui donc va le faire ruisseler, comme dirait Macron, jusqu'en bas du pays. Et là, on est passé à la démarchie, c'est-à-dire que le peuple est devenu le principe. Ben oui, mais c'est pas du tout pareil. Quand un homme est un principe, il y a un contrôle possible. Quand un peuple est un principe, c'est là que les modalités d'expression de ce peuple deviennent particulièrement importantes. Et malheureusement, les modalités d'expression, eh bien, ne sont pas parfaites. Dernière chose, c'est promis cette fois, d'une foi commune, on est passé à l'athéisme, puis à la religion républicaine. Même à Athènes, hein, les dirigeants chantaient dans les panathénées, qui étaient des processions qui allaient jusqu'à Athéna, donc jusqu'au dieu en fait. Hein. La religion faisait vraiment partie de la culture que les Grecs appelaient mousiki d'ailleurs. Hein. Et donc voilà. Et chez nous, bien entendu, on a vécu aussi 10 siècles avec une religion d'État, et d'autres pays ont des religions d'État. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont une religion d'État qu'ils vont supprimer les autres. Non, simplement c'est la religion d'État et les autres ont une place différente. Voilà. Donc la République est fondée sous les yeux d'un Dieu particulier qui est l'être suprême.
Hein, voilà, c'est le dieu des francs-maçons, c'est celui qui a son œil, vous savez, comme ça, bon, central. Et donc, pas de religion, mais un être suprême. Très bien. Mais ensuite, si vous voulez, on est arrivé à ce que ça devienne en soi, finalement, une religion républicaine. Le mot de république a été tellement mythifié en France. Par exemple, l'œuvre de Platon, qu'on a appelée La République, s'appelait pas La République, elle s'appelait De la Constitution ou du Juste. Mais ça fait rien. Allez hop, de la République. Et il y a véritablement, il y a cette idée que, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le préambule de la Constitution. Un préambule de la Constitution parle pas une seule fois de la France, mais alors beaucoup de fois de la République. Et donc est né le mythe républicain, mais je vais m'arrêter là. Vous saurez peut-être une autre fois ce qu'est le mythe républicain. Voilà. Bon, bah, merci, madame. C'était très intéressant, passionnant. On est resté à peu près dans les délais. On ne va pas faire les questions tout de suite pour rester dans les créneaux dont on me rappelle l'importance compte tenu de la journée. Je vais passer tout de suite la parole à M. Étienne Chouard et après quelques questions pour la salle. 2 ou 3 questions. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez? Je dirais. C'est compliqué de résumer cette discussion en peu de temps. J'avais imaginé dans l'annonce de notre rencontre un jeu de ping-pong plus rapide. Oui, j'imaginais qu'on allait se contredire, frotter nos cervelles, comme disait Montaigne, pour chercher le vrai. Et moi, je peux parler 8 heures de ce sujet sans aucun problème. Donc, mais c'était l'aspect discussion qui m'intéressait parce que ce que je prétends va à l'encontre de ce que j'entends la plupart du temps de la part des spécialistes des questions de souveraineté et de droit et d'institution. Je conteste aux techniciens, aux experts et aux élus, aux représentants, je conteste leur légitimité à décider des formes de représentation de la population. Je pense que les représenter, j'estime, je postule, après avoir analysé les causes de notre impuissance politique, je pense que nous sommes les seuls, nous les représenter, à être à la fois aptes et légitimes à écrire nous-mêmes les règles de notre représentation politique. Je pense que depuis 1789, en fait, on n'a jamais été en démocratie. La démocratie, c'est simple, c'est pas du tout un régime dans lequel on a le droit de parler ou un régime dans lequel on a des libertés. Non, non, c'est pas ça. La démocratie, c'est un régime dans lequel le démos exerce le kratos, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir qui décide, qui est le souverain. Le souverain est celui qui décide sans avoir de compte à rendre à personne. Et une démocratie digne de ce nom, à mon avis, ça ne fait même pas l'objet d'un débat, c'est la définition même, mais on peut en débattre. Justement, c'était l'idée, ce serait intéressant. La démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple décide, le peuple vote les lois. Alors, on n'est pas obligé d'être démocrate, c'est peut-être une mauvaise idée de laisser le peuple voter les lois, mais on ne peut pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Si on appelle démocratie un régime dans lequel le démos n'exerce aucun kratos, ce qui est le cas pour nous aujourd'hui, nous n'avons que le pouvoir d'élire. Nos élus qui ont écrit la Constitution ont décidé que la procédure de désignation des représentants, c'était l'élection, et n'ont laissé donc au peuple aucune possibilité de décider quoi que ce soit, rien du tout. Nous avons été volontairement mis à l'écart depuis 1789, alors que dans l'Ancien Régime, les villageois votaient leurs lois à main levée. Donc c'était beaucoup plus démocratique qu'aujourd'hui. En 1789, les marchands ont décidé, parce qu'en fait c'est ça dont il s'agit d'une prise de pouvoir des grands marchands partout sur Terre par le mécanisme de l'élection, ils ont décidé de nous tenir, nous la population, c'est-à-dire la presque totalité de la population, à l'écart des décisions politiques. Je peux vous lire là. Oui, il y en a plein de preuves, ce n'est pas du tout un secret. Sieyès, un des pères fondateurs du gouvernement représentatif, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle notre régime, ce n'est pas du tout une démocratie, c'est le gouvernement représentatif. Sieyès disait
le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc il n'y a pas de crise. Je conteste le titre, si vous voulez. Je vois bien que c'est l'air du temps de parler de crise, et donc je comprends qu'on l'intitule une réflexion sur les problèmes que nous avons, que l'on intitule avec ce mot, mais rendez-vous compte, crise, ça voudrait dire qu'il y a un accident, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus alors que ça fonctionnait avant. Mais je conteste ça. Ça n'a jamais fonctionné. Nous n'avons jamais été en démocratie. Tout se passe comme prévu et ça continue. Nos représentants, les élus, ont décidé qu'ils allaient être les souverains. Ils ont volé la souveraineté au peuple. Alors, c'est possiblement avec de bonnes intentions, en se disant que la population était incapable, que nous sommes des enfants, que nous ne sommes pas formés, que nous ne sommes pas prêts, que nous n'avons pas envie. Donc, peut-être armés de bonnes intentions, mais même ça, c'est douteux, à mon avis. Nos élus ont décidé que le souverain, ce serait l'élu, et que le peuple serait un enfant politique. Donc, l'électeur... Nous sommes, depuis 200 et quelques années, ravalés au rang dégradant d'électeurs, et nous sommes ravalés par les élus. Ce sont les élus qui décident, qui vont tout décider, et que nous n'allons rien décider. Donc nous ne sommes pas en démocratie, et nous ne sommes même pas représentés. Parce que dans un régime où les représentants sont désignés par l'élection, parmi des candidats qu'on peut aider, on peut aider les candidats. Mais enfin, un enfant peut deviner que les plus riches vont aider plus que les autres leurs candidats et donc vont gagner à tous les coups. Alors, ils ne vont pas gagner tous les élus. Il va y avoir des élus minoritaires qui vont être vertueux, mais qui n'auront aucun pouvoir. Le député aujourd'hui qui a... le groupe de députés qui est minoritaire à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il décide? Mais rien de plus que moi. Moi, simple citoyen, je ne décide de rien. Mais le député minoritaire, il ne décide de rien non plus. Il n'y a que la majorité qui compte à l'Assemblée. Et les majorités, elles sont toujours au service des plus riches. Les médias, le fait d'acheter les médias, 9 milliardaires ont acheté tous les journaux du pays. Tous les journaux, y compris la Marseillaise, y compris l'Humanité, même les journaux communistes. Les milliardaires ont acheté 9 milliardaires, hein, pas beaucoup, 9 milliardaires ont acheté tous les journaux du pays. Et pourquoi faire? Pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. C'est pour gagner les élections, gagner la majorité au Parlement. Et alors oui, bon, il y a des élus qui sont minoritaires. Je ne critique pas, je ne dénonce pas tous les députés en tant que tels. Je sais bien qu'il y a des députés qui sont vertueux. Mais ce que je dis, c'est que le système parlementaire, avec des médias qui ne sont pas protégés par la Constitution contre l'appropriation, ce système est un système de domination politique qui est violemment antidémocratique, qui ne nous laisse aucune chance de nous en sortir. Mais qui a écrit ce régime? Qui a institué ce régime? Et là, je fais un reproche, mais un reproche bienveillant, mais un reproche quand même appuyé aux souverainistes. Moi, je suis souverainiste, mais je ne me reconnais pas dans vos réflexions chez les autres souverainistes. Je m'étonne, je trouve extravagant qu'aucun souverainiste entre guillemets, ne se préoccupe du processus constituant. La souveraineté que vous appelez de vos voeux, quel est le processus constituant qui va la faire advenir, cette souveraineté que vous voulez? Et personne n'en parle. Tout le monde se fout du processus constituant. Le processus constituant, c'est un moment essentiel, le moment où on écrit la Constitution. La Constitution va instituer des pouvoirs, mais va instituer aussi les contrôles des pouvoirs. La Constitution, c'est pas du tout, c'est pas seulement... Et même si on devait choisir, ça n'est même pas du tout l'institution des pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'instituer. Non, la Constitution, c'est... Benjamin Constant disait que c'est un acte de défiance. La Constitution, c'est une protection, la protection de la population, la protection des représentés contre les représentants qui deviendraient abusifs. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que vous allez avoir une Constitution si vous laissez les représentants écrire eux-mêmes les règles qu'ils devraient craindre? Ce n'est pas aux représentants d'écrire la Constitution. Jamais de la vie. Ce n'est pas aux élus d'écrire la Constitution. C'est à la population. Si vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, vous n'aurez jamais de souveraineté. Je répète, si vous acceptez d'élire l'Assemblée constituante, vous ne serez jamais souverain. Ce sont les élus de l'Assemblée constituante qui vont écrire quoi? Mais ils vont écrire leur puissance d'élus.
Et c'est comme ça dans tous les pays du monde, à toutes les époques. Ne me racontez pas que ça peut arriver de temps en temps, ça arrive tout le temps comme ça. Mais c'est logique. C'est le constituant qui institue sa puissance. Donc si vous voulez une démocratie, une vraie démocratie, digne de ce nom, dans laquelle la population exerce le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle devient maître de son destin. Mais si vous voulez ça, il va falloir que vous vous y colliez. C'est-à-dire que vous écriviez vous-même des articles de constitution. C'est-à-dire que il faut enfin que l'idée de refuser d'élire l'Assemblée constituante émerge. Sans ça, la soumission de la population à ses représentants, elle sera éternelle. La seule voie d'émancipation, c'est d'en finir avec l'élection. L'élection est par construction violemment antidémocratique. Quand j'élis, je désigne un maître. J'accepte de ne plus jamais rien décider, de ne plus jamais rien voter. Quand j'élis, je désigne mon maître. Mais je m'étrangle. C'est le contraire de la démocratie. Prétendre que les élections sont démocratiques, nous apprendre depuis qu'on est tout petit que l'élection c'est la démocratie c'est l'élection. Répète mon enfant, nos parents nous l'ont dit, on l'a répété, nos maîtres nous l'ont dit, à la petite école on l'a répété, nos professeurs l'ont répété, les intellectuels le répètent. Les journalistes, les porte-voix, les soi-disant sentinelles du peuple qui ont été achetés par les milliardaires pour ne plus jouer ce rôle, le répètent à longueur de temps. Alors on le croit. On croit que l'élection, c'est la démocratie. Mais réfléchissez-y. Essayez, comme disait Descartes dans son discours de la méthode, essayons. Je mets de côté tout ce que je crois et je vais refonder ce que je crois. Qu'est-ce que l'élection a de démocratique ? La démocratie, c'est le démos qui exerce le kratos. Le démos, le peuple qui vote ses lois. Et quand j'élis, je ne vote pas. Il faut distinguer les mots élire et voter. Vous ne pouvez pas penser à l'endroit quand vous mélangez tout avec des mots à l'envers. Élire n'est pas voter. Voter, c'est décider. Dans un référendum, je vote. Mais quand j'élis, je renonce à voter. Donc, on ne peut pas dire qu'est-ce que tu as fait dimanche, j'ai été voté. Non, tu n'as pas été voté, tu as été élire. Tu as été renoncé à voter. Ne te plains pas d'être impuissant politiquement. Ne te plains pas d'être un enfant politique. Tu es un enfant politique parce que tu acceptes d'élire. Tu acceptes d'être ravalé au rang dégradant d'électeur par des élus. Mais oui, mais ce n'est pas la faute des élus. J'en veux pas aux dominants du moment, même si certains sont les pires salauds. Mais ce n'est pas leur faute. Je suis radical, c'est-à-dire je prends nos problèmes à la racine. Je cherche la cause des causes, comme disait Hippocrate, médecin antique, qui disait quand vous avez un problème, vous n'en prenez pas aux conséquences, vous ne réglerez rien. Et si vous prenez une cause, vous risquez de rater la cause première, parce qu'il y en a plein des causes souvent. Les problèmes sont multifactoriels, il y a plein de raisons à ce que ces problèmes surviennent. Ce qu'il faut que vous cherchiez, c'est la cause première, s'il y en a une. Parce que si vous l'avez, là, vous allez régler le problème. Et je pense que le problème ne vient pas des élus, il ne vient pas des soi-disant élites, il ne vient pas des mafias au pouvoir. Non, non. Si je pensais ça, ce serait désespérant, parce qu'il faudrait attendre que les salauds qui nous gouvernent deviennent des anges. Ça n'arrivera jamais, et ça c'est désespérant, ça se fout une balle. Non, non, mais je ne dis pas ça du tout. Je dis que la cause, elle est en nous. Mais ça, c'est porteur d'espoir. Il ne tient qu'à nous de tout changer. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, disait la Boétie. Il avait 15 ans ou 16 ans quand il a écrit ça. C'est simple, hein, c'est une idée simple. Les gens qui nous gouvernent et qui nous martyrisent ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levez-vous, c'est-à-dire écrivez vous-même les règles de la Constitution. Le petit bouquin jaune que j'ai un petit bouquin, mais il est tout simple. Hein. Il contient la Constitution, mais il ne faut pas l'appeler Constitution. La Constitution française, nous devrions tous avoir avec nous. Hein. Moi, je l'ai toujours dans une poche. 5 minutes, mais c'est affreux, c'est affreusement court. Vous devriez avoir toujours avec vous votre constitution, mais le problème, en fait, c'est une fausse constitution. Elle a été écrite par les élus, donc ça ne peut pas être une constitution. Une constitution, c'est une protection contre les abus de pouvoir. Et quand ce sont les pouvoirs eux-mêmes qui écrivent la constitution qu'ils devraient craindre, ils écrivent une prison politique. Donc la constitution française, c'est une prison politique, et ça, c'est les plans de la prison. Vous ne devriez pas vous en désintéresser, vous devriez vous en occuper.
La différence entre ce bouquin-là et le bouquin jaune qui est là-bas, c'est que j'ai prévu du blanc, des espaces entre les articles pour que vous puissiez barrer, que vous puissiez devenir le souverain. C'est-à-dire que vous prenez un article, vous le barrez et vous le remplacez par un autre. C'est-à-dire que quand vous devenez constituant, vous devenez un adulte politique. Vous vous émancipez enfin. Et dans le livre jaune, il y a aussi ce livre-là, là. Dans ce livre-là qui s'appelle « Écrire nous-mêmes la Constitution, exercice au pluriel d'entraînement pour préparer un processus constituant populaire », il y a, sur les pages de gauche, vous avez l'anticonstitution française, qui est une prison politique, et sur les pages de droite, vous avez un exemple de constitution qui est un chantier que nous écrivons sur le blog du Plan C, sur le blog, vous le trouverez sur choir.org. Vous avez une constitution d'origine citoyenne, où là, vous avez le peuple partout, avec un vrai pouvoir populaire, une vraie démocratie. Et c'est un chantier. Là aussi, j'ai mis des espaces entre les lignes. Il y a des espaces entre les paragraphes pour vous inviter à écrire. Je pense que l'émancipation humaine passera par le fait que vous deveniez constituant. Il faut que vous vous transformiez, vous, en adulte politique pour que quelque chose change et qu'on le fasse massivement. Ensuite, après avoir commencé à faire vos ateliers, il faut que vous alliez, je déparle parce que je sens que je n'ai pas beaucoup de temps, pardon, donc je parle plus vite et je déparle, mais en devenant contagieux, c'est-à-dire en allant, en entraînant vos voisins, vos amis, vos copains, vos cousins, en les entraînant à devenir eux-mêmes constituants, on va devenir nombreux. Et la police et l'armée, voyant que la société entière est en train de se transformer, elle va passer de notre camp, parce que c'est comme ça que se passent les révolutions, elle va passer de notre camp et elle va refuser l'ordre des gouvernants de nous tirer dessus. Mais tout ça n'adviendra que si vous devenez vous constituant en premier. Quand on parlait de peuple tout à l'heure, un peuple, à mon avis, c'est une multitude qui devient un peuple en écrivant ensemble les règles de sa représentation politique. Non, c'est pas fini. Mais c'est un moment important. Je me souviens avec les Gilets jaunes, j'avais parfois 3000. J'avais en face de moi 3000 personnes. Et c'est un sujet qui est si important, je pense que tout le monde comprend. En fait, quand je parle, et que je parle d'émancipation de l'espèce humaine, de l'ère marchande dans laquelle nous avons sombré en 1789, tout le monde comprend et écoute. Et j'ai plein de souvenirs d'assemblées de 3000 personnes où quand je m'arrête, parce que ce que je viens de dire est super important, c'est un vrai silence. Et pour un prof, j'étais prof toute ma vie, et c'est compliqué d'avoir du silence. Et en fait, il y en a toujours un ou deux qui bavardent, et ça complique la concentration. Et dans nos assemblées politiques, quand je vous parle de vraie démocratie, j'obtiens une qualité d'écoute que je n'ai jamais eue en tant que prof sur des sujets. C'est vrai que c'était des sujets à la con, hein, des sujets techniques, peu importe. Mais je voudrais vous dire deux choses importantes que je n'ai pas eu le temps de vous dire, qui ne sont pas venues dans le film, mais qui sont très importantes. Premièrement, sur ce qui s'est passé en 1789, c'est l'accession au pouvoir des marchands qui n'avaient auparavant jamais eu le pouvoir. Et les plus grands marchands étaient les marchands d'argent, qu'on appelle fautivement les banquiers, alors qu'en fait, on ferait mieux de les appeler des usuriers. Les trois grandes religions avaient interdit l'usure, et puis ils ont réussi à revenir là-dessus, et après être revenus là-dessus, ils sont parvenus au pouvoir. La police du roi empêchait les marchands d'entrer sur les marchés. C'était très important. On a besoin des marchands, mais il ne faut pas qu'ils soient au pouvoir. Et ce qui s'est passé, la catastrophe humaine qui s'est passée au XVIIIe siècle et au XVIIe en Angleterre, c'est que les marchands, au lieu d'être exclus du pouvoir, au lieu d'être chassés, tenus à l'écart du pouvoir, sont devenus le souverain. Mais il faut comprendre que les marchands d'argent ont de tout temps, depuis les millénaires, ils endettent les sociétés. Ils endettent les sociétés au point de faire crever les sociétés. Et ce qui s'est passé pendant des millénaires, c'est qu'il y avait des jubilés. Tous les 50 ans, on effaçait toutes les dettes. Mais il fallait un souverain pour faire ça. Un souverain pour botter le cul des usuriers, les foutre dehors et remettre à zéro les dettes. Mais ce qui s'est passé au XVIIIe, c'est que les usuriers sont devenus les souverains. Donc il n'y a plus de souverains pour foutre dehors les usuriers. Mais c'est une catastrophe, c'est un cancer ce truc-là. Hein. Si vous ne devenez pas constituant, si vous ne devenez pas souverain, on va finir endetté à crever. Les sociétés vont crever de l'usure. Premier point. 2 minutes encore. Mais pas plus, parce que là, on va... Non, mais ça peut être à l'occasion des je vous laisse 2 minutes. Questions que je vous réponds. Voilà, d'accord. Je vous rends la main. Parce que moi, okay.
j'aimerais avoir l'interaction, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne colle pas. Le deuxième point, c'était par rapport à un juriste. Je n'ai pas assez de discussions avec des spécialistes, des techniciens, des juristes qui disent « Moi, le droit constitutionnel, c'est mon sujet, j'y ai passé ma vie, je suis un expert, je vais vous dire ce qu'il faut faire. » Je conteste avec bienveillance, hein, je suis pas agressif quand je dis ça, mais je conteste la légitimité, même la mienne, parce que moi je suis devenu expert à force d'y réfléchir. Je conteste notre légitimité en tant qu'expert à dire ce qui doit être en matière constitutionnelle. La Constitution, on dit d'habitude que c'est du droit, on dit même que c'est le droit du droit. Je conteste ça. La Constitution, c'est un texte politique, c'est pas du droit, c'est pas technique. C'est politique, ça appartient à tout le monde, même à un plombier. Donc, je veux dire, c'est super important de nous émanciper des experts. On a besoin des experts, vous allez écouter des experts, écoutez-nous, mais c'est vous qui allez devoir décider. Ne laissez pas les experts décider. Les experts sont les ennemis de la démocratie par construction. Un expert, il est sûr qu'il a raison, et donc il dit, puisqu'il est sûr qu'il est le meilleur, effectivement, il est devenu le meilleur sur un sujet, et donc, mécaniquement, hein, c'est humain, il va trouver légitime de tout décider à la place des autres puisqu'il est devenu le meilleur. Oui. Et donc, s'il vous plaît, il est très important de se protéger des experts si vous voulez une vraie démocratie. On va arrêter là. On a compris votre discours radical et enflammé. Bon, peut-être qu'elle suscite quelques questions dans la salle, soit pour M. Étienne Chouard ou pour Mme Catherine Rouvier. Vous pouvez m'appeler Étienne, moi. Étienne, oui. Excusez. Ouais, voilà. Alors, on prend 2-3 questions. On a un petit peu dépassé, mais pas beaucoup. Voilà. Oui, merci. Puisque M. Étienne Chouard, bonjour, votre prénom nous propose de le contredire. Quel est votre prénom Roland Hureau. Je le ferai. Je crois que l'important, ce n'est pas les processus de décision, c'est la qualité de la décision. Or, nous sommes dans un monde qui est envahi par ce que Catherine Rouvier a justement appelé, qui est l'idéologie. L'idéologie, c'est la pire des choses. C'est ce que j'appelle une pathologie de la raison politique. Autrement dit, nous sommes gouvernés par des gens qui sont en plein délire. En plein délire. Et pourquoi ? C'est pas ancien. Au XIXe siècle, vous aviez des gens qui représentaient de manière différente la population et qui n'étaient pas cinglés. Je vous donne un exemple, parce que ça touche les élus, ça touche les fonctionnaires et ça touche les médias. Et même les milliardaires qui sont derrière tout ça. Le pacte vert de Bruxelles, qui a été introduit dans la législation française au mois de juin dernier, dans le silence le plus total, il prévoit la destruction de tous les élevages français. Il prévoit la destruction de tous les élevages français pour arriver au carbone, à zéro carbone. C'est quel pacte ? Le pacte vert, le pacte vert européen. Pacte vert européen, Green Deal, ça se dit Green Deal à Bruxelles. Voilà. Non mais ça a été approuvé par des élus et des fonctionnaires. Et c'est pas pour une application immédiate, mais c'est complètement fou. Complètement fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a l'idéologie ultra-écologiste. Mais dans cette folie, vous trouvez partout des idéologies. Partout des idéologies. Or ça, c'est un mode de pensée qui ne vient pas de la Révolution française. Il y avait des éléments d'idéologie dans la terreur, mais l'idéologie, c'est un phénomène du XXe siècle. Et c'est pas parce qu'on est en république ou en monarchie, parce que je puis vous assurer que les monarchies de l'Europe du Nord, pour ce qui est de l'idéologie, elles sont particulièrement fortes pour délirer. Alors, ça touche, c'est une rouille qui corrompt les institutions. Quand vous avez affaire à un idéologue, et nous en avons partout, spécialement chez nos juges, ça corrompt les institutions, ça corrompt l'éthique, ça corrompt tout. Mais ma question, c'est une remarque que je ferai, c'est que tout ce que vous dites, c'est très bien pour contester le mécanisme,
le mécanisme représentatif Oui, oui. et son détournement au détriment de la démocratie. Oui. Quelle Mais je réponse pense qu'il y a pardon, un monsieur. phénomène majeur. Je voudrais Oui. demander à M. Chouard s'il a pris en compte ce phénomène majeur qui est un délire de la raison politique et qui s'est emparé de tout l'Occident. Bon, si vous voulez oui, apporter votre réponse. Il me semble que on ne peut pas comprendre ce qui se passe quand on considère que nos élus sont bienveillants. En fait, on dit ils sont fous, mais ils ne sont pas fous du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élection donne le pouvoir au pire partout. L'élection, par construction, elle donne le pouvoir au pire. La majorité, je ne dis pas que tous les élus sont les pires, mais les majorités sont des majorités qui sont systématiquement contraires à l'intérêt général. Les riches ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et donc leurs créatures, que sont les majorités parlementaires, sont des ennemis du peuple. C'est des gens qui vont prendre des décisions qui sont opposées à ce que veut la population par construction. Mais c'est la procédure de l'élection qui produit ça. Et donc, les pires, ils ne sont pas forcément français. C'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent ne sont pas du tout des Français. Ce n'est pas du tout des Français, c'est des agents de l'étranger. C'est des gens qui ont un agenda américain, enfin un agenda de l'Empire. On est traité comme une province. Pardon, mais parce que c'est l'élection qui permet aux l'élection qui permet aux riches des pays étrangers de prendre le contrôle. On arrête, on dépasse les limites du temps et là on va arrêter. À moins qu'il y ait peut-être une dernière question, mais très rapide. Oui, moi j'ai une question. Une dernière et c'est la dernière. J'ai une question justement pour enfoncer ce clou. Effectivement, monsieur a raison, mais il faut remonter à la racine de son propos. Ce qui se passe, c'est que c'est une élite oligarchique financière apatride qui utilise les soi-disant élus, les représentants, nos maltraitants, comme dit Alexis Poulain, pour prendre nos décisions à notre place. Le Green Deal en est un, mais comme beaucoup d'autres choses. Et la Constitution, c'est pour ça que le peuple, au sens de nous Français, tout en bas de l'échelle, on doit écrire la Constitution pour donner le cadre à nos représentants, parce qu'à un moment, il y a bien un mécanisme de représentation, même si ce n'est pas forcément une élection, pour qu'on s'assure que ces oligarques qui ont des desseins malfaisants ne puissent pas prendre le pouvoir sur les aspects politiques, sur les aspects médiatiques et informationnels, sur la culture, sur tout ce qui arrive. Le problème ne vient pas des États-Unis. Il se trouve que ces gens sont implantés aux États-Unis. Mais demain, ils peuvent déménager ailleurs et avoir une autre culture. C'est ça la racine. Posez une question en deux mots. C'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour se regrouper, pour faire des cellules locales qui se regroupent, qui écrivent la Constitution et qui permettent de reprendre pied à pied, élection par élection, on rentre au municipal, on fait des listes citoyennes et on embraye. Il faut agir, maintenant c'est l'urgence. Comment on fait? On a compris, mais là je crois que c'est un vaste programme qui ne peut pas avoir une réponse aujourd'hui et surtout en quelques minutes. Voilà. Donc on va arrêter. Voilà. Donc on va passer à la troisième table ronde parce qu'on me fait signe vraiment qu'il faut arrêter.